Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, avec vous sur le plateau, via Zoom évidemment, deux invités. C'est d'abord M. Mathias Pierre. Il est un ancien ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. C'était sous l'administration de Jovenel Moïse, donc plus tard assassiné évidemment, vous vous rappelez toute l'histoire. Évidemment, dans un second temps, nous aurons le chargé d'affaires américain, le diplomate Eric William Strohmayer. Donc, il s'agit de l'actualité, mais aussi et surtout de la crise sociopolitique actuelle. La toile de fond de l'émission de ce matin, en deux temps évidemment. D'abord avec l'ancien ministre des questions électorales chargé des relations avec des partis politiques, M. Mathias Pierre, qui est avec vous, avec nous sur le plateau de Métropole. M. Pierre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio et Télémétropole. Bonjour, Jean-Jules Desaugustes, et certainement c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je profite pour saluer tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. Donc la question sera directe ce matin et ponctuelle. Vous êtes un ancien ministre des questions électorales, chargé aussi des relations avec les partis politiques. Évidemment, on connaît partis politiques, ils ont une certaine maîtrise de rouage électoral. Mais on tourne sur question politique, crise politique qui vient là. Je dis à vous-même qui constate qu'au fait, compte tenu du rapport, mais aussi et surtout de relations côté gain avec les partis politiques les plus influents sur l'échiquier aujourd'hui. Quel est votre constat, votre regard, votre observation? La dérive, et je dis, et je peux dire que, enfin, je rappelle Proverbe 29, le verset 18, qui dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple va à la dérive. » Et pour ne répéter qu'une élite en désarroi aujourd'hui. Et c'est là le fondamental problème que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire nous pas qu'à attaquer la crise là, c'est parce qu'il n'y a pas de vision et pas de stratégie sur le côté nous voulons mener le pays pratiquement depuis l'assassinat du président. Certains disaient, certains pensaient qu'une fois que le président Jovenel ne serait pas là, pas de bien gang encore, pas de bien tubulation encore, pas de bien problème. Et je dis, nous, le pays a tombé dans le chaos total. Et je dis, je pense qu'il y a un plus gros problème qu'on a dans le système politique là, c'est manque de vision et de stratégie dans l'intérêt national au niveau du gouvernement et du même au niveau de la classe politique. Parce que pas gagner une classe politique qui unit, pas gagner un leadership réel dans la classe politique là, et toute lutte politique qui pas gagner une vision, qui pas gagner une stratégie, qui pas gagner un leadership qui pour mener, chaque nègre a essayé de retirer dans la direction pâle. Alors que, je dis, pour trouver problème et solution à problématiques complexes que le pays a à faire, ça veut dire qu'il faut ça veut dire pas une table de concertation au niveau de l'opposition qui est gardée ensemble des difficultés que nous avons bien, parce que nous avons une situation inédite. Pas qu'une solution constitutionnelle à la crise haïtienne aujourd'hui. Donc, quelque part, il faut consensus qui peut déboucher sur un accord, plus ou moins majoritaire, pour que nous puissions nos solutions. Donc, comme ça va arriver, donc nous joignons chaque leader dans une direction ou dans l'autre à utiliser des langages verbaux violents et à inciter vers la violence, certains et demander pour prendre les armes. Mais si nous remarquons, ce n'est pas aujourd'hui, ou pendant les derniers 30 mois que ça arrivait, c'est depuis l'élection de Jovenel Moïse, côté que, ou parlez que l'opposition qui t'a faite sous Jovenel Moïse, c'est presque même opposition qu'a faite avec quelques figures d'acteurs d'opposition à Jovenel Moïse, je veux dire, qui se retrouvent au pouvoir, et d'autres acteurs qui étaient de Jovenel Moïse et qui rentraient dans la même stratégie.
et stratégie ça, il n'y a pas qu'à bailler résultat. Et je veux dire, nous voyons dans quelle situation le pays est. Et nous pensons que nous sommes là pour quelques jours encore. Oui, on dit que nous sommes là pour quelques jours. Il y a un bagage qui vient comme ponctualité, actualité évidemment. C'est que, qu'on le veuille ou non, demain sera 7 février, aujourd'hui est 6. Et d'après vous-même, nous connaissons ce qui est passé dans l'autre 7 février déjà. Qu'est-ce qui a passé donc, dans 7 février ça, et même au-delà de ce 7 février, et M. Mathias Pierre? Bon, je pense que 7 février est son date mythique que nous essayons d'imiter. Et énigmatique aussi. Et énigmatique, si vous voulez. Et 7 février 2021, etc. Nous songeons, le président Jovenel pas président encore, et puis toute la chose a continué. Mais on est arrivé au 7 juillet, et c'était son assassinat. Et qui malheureux, je veux dire, pas quoi nous devons arriver, parce que nous avons des différences dans assassiner chef d'État et dans assassiner dirigeant qui a dirigé le pays. Par contre, moi, c'est que je dis, et différence fondamentale qui a gagné, c'est que le président Jovenel a un mandat du peuple, dont élection, côté Lila, et mandat a fini 7 février 2022. C'est-à-dire des stratagèmes constitutionnels à utiliser pour essayer, etc. On va retourner sur l'histoire. Je dis, nous gagnons un gouvernement qui hérité, parce que si tu veux, le Premier ministre actuel, il prend naissance à partir d'un arrêté présidentiel, côté que le président nommé dans un contexte que pas de bien parlement, ça veut dire que une fois le président nommé et installé, etc. Donc imaginez, le président n'a pas même bien installé et il a été assassiné. Mandat, l'autre dans la situation, ça veut dire que ça me donne les petits ailes article 149 de la Constitution. L'autre dans la situation, ça, il y a deux bagages. Il dit qu'il y a 120 jours pour faire élection dans le pays. Certainement, nous sommes capables de comprendre, nous sommes à 30 mois, il y a tout un contexte, situation politique qui dégageait. Et je dis, élection, il y a un autre élément qui est attaché à elle, c'est la question de la sécurité. Ça veut dire que bon problème, bandits armés et bandits dans tout le pays en chaos total, en désordre, en désarroi. Maintenant, comment pour rétablir la sécurité? Maintenant, le jeu qui t'a joué pendant tout le temps, ça, et malgré les accords de septembre, accords du 21 décembre, qui n'ont pas jamais respecté, pas jamais gagné des dispositifs qui prennent pour mettre en place instrument fondamental là, qui c'est et le Conseil électoral provisoire pour l'organisation des élections, parce que moi j'ai toujours dit qu'il faut adresser la question des élections en parallèle avec la question de la sécurité. Parce que pour comprendre bien l'importance des élections, un petit groupe qui a pouvoir dans Port-au-Prince, ou gagne un premier ministre avec 16 ou 15 ministres, combien il y a, ça veut dire que c'est petit groupe ça qui a pris toute décision pour payer. Lors d'une élection, qui sont gagnés? Ou gagne 119 circonscriptions, donc 119 députés, 146 magistrats, sans compter Kazek, Azek, au président de la République, pouvoir distribuer. Et il y a un paquet de qui gagne pouvoir. Maintenant, on imagine leur pas faire élection et pour gagner tout les ça au capitaine de pouvoir, qui besoin de pouvoir et qui besoin d'élection. Et leur senti que ou pas voulait faire élection, ça veut dire que yo capable de tout servir d'instrument pour déstabiliser le pouvoir. Et là, on senti menacé. Ça veut dire qu'il faut faire élection, mais il faut travailler sur la question sécuritaire sans ça pays à déstabiliser le monde. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, qui mettait le pouvoir dans des circonstances difficiles. Et on dit 90-10. Donc, comme je dit dans la dernière émission, moi, je crois que chance pour pouvoir ça faire élection, c'est peut-être 10% sur 100%. Ça veut dire que je me parle comment il est capable de regagner confiance de la population, confiance des acteurs politiques pour arriver à un accord politique pour l'organisation des élections. Maintenant, il y a une série de mobilisations qui est lancée depuis quelques jours, quelques semaines même sous pays, mais avec une sorte d'intensification à l'approche du 7 février. Nous sommes à quelques heures du 7 février, évidemment. Donc, pour côté opposition, qui ça vous pensez et qu'il est capable de gagner comme résultat, mais aussi surtout satisfaction, surtout du côté du pouvoir, où il y a l'impression qu'il n'y a pas lâché du lest donc, face à ces série de mobilisations. Donc, quelle est l'avenir aussi de cette forme de crise conjoncturelle et également selon vous-même? Bon, parce que nous tous, c'est haïtiens. C'est haïtien qui a boumé avec haïtien, là, je veux dire. C'est haïtien qui a pris des armes contre haïtien. Ce n'est pas avec étrangers qui a boumé.
Parce que l'autre dans le pouvoir ou bon pouvoir dans mon côté font Paris, parce que Paris, que le pouvoir peut-être fait, c'est comme pas gain insécurité, pas gain élection. Et comme tout le monde a prévété, toute la presse a prévété, donc il bon pour lui, pas gain sécurité, pas gain élection, et pouvoir aller lui déléguer la question de la sécurité sur l'international. L'idée internationale là, la sécurité, le marché, le mandat, il dit finalement, il y a le voté, il y a le ballon force. Mais ça pouvoir pas saisir, c'est que bon force multinationale qui peut adresser cette crise là, oui, mais il n'y a pas venir là pour priorité, il n'y a pas venir là pour venir faire 2 ans ni 3 ans. D'ailleurs, ouais, les difficultés que les États-Unis gagnent pour joindre les 200 millions qu'ils te promettent, c'est 10 millions qu'on a bail. Et quand pile problème, nous avons une année électorale aux États-Unis. Il faut nous comprendre ça. Ça veut dire que il y a besoin de venir avec une mission coup de poing pour paraître pap, yo rétablir la sécurité ou organiser l'élection. Mais pour organiser l'élection, il faut un acteur politique, il faut un accord, il faut un consensus pour que un conseil électoral provisoire qui mette en place, qui vous permette de nous faire référendum là pour nous faire élection, puisqu'il est impossible de faire élection sur la Constitution qui est là déjà. Donc, dans ce sens-là, pouvoir jouer sous pas de sécurité, pas d'élection, et je dis à le mener le côté le mener. Donc, acteurs politiques, malheureusement, ils n'ont pas développer une stratégie claire. Parce que yo même tout bon côté, chaque nègre a essayé de tirer code là pour prendre pouvoir eux-mêmes. Je parlais de collège présidentiel. 7 nègres n'ont pas parlé. Bon, on n'est pas qu'à diriger Haïti, donc vous avez 7 nègres. Même quand entendu pour nommer un premier ministre. Vous avez pris sensation vœu pieux et Mathias Pierre, question de collège présidentiel, HCT avec des prérogatives présidentielles, plusieurs personnalités. Ça sont vœux pieux, son barrage qui va fragiliser la situation sociopolitique du pays davantage. Ça n'ira nulle part. Et moi-même, je pensais, et c'est ça que fait ma dit depuis l'autre jour, que je dis, réflexion-nous. Et je pense que quelque part, il faut que nous reprenions sens nous pour nous garder qui ça a passé. On s'y fait pour souligner. Nous avons une situation telle que, je dis, où un premier ministre qui a dirigé avec un conseil des ministres. Il n'y a pas de président. L'esprit même de la constitution haïtienne pas prévoit que le pays a dirigé sans un président. Et c'est ça que fait si vous passez dans tout ministère, si vous passez dans toute instance de l'État, à regarder des ministres ou après photo président Jovenel Moïse. Donc, le président Jovenel Moïse, ont bien appelé tout avec nous. Vous ne comprenez? Parce que c'est lui qui est encore président. Et vous ne pouvez pas remplacer puisqu'il n'y a pas un autre président. Donc, moi, je pense que je dis, pour que nous sortions dans sa nière, il faut que nous réveillions. Et réveiller, parce que nous arrivons sur 2 bagages. Sur le plan institutionnel et sur le plan, nous sommes capables de dire, traditionnel. La tradition haïtienne depuis 1956 presque fait que le bon vide présidentiel n'allait de la Cour de cassation pour combler. Et il marchait pendant plusieurs fois. Et nous songeons 2004, et nous songeons pendant toute période de turbulence et coup d'État contre le président 1991, c'est toujours des juges qui ont utilisé, etc. Et nous pas changer de l'autre moment avec Bertha Pascal Pouillot, etc. Donc, la tradition permet de nous respecter ça. Et sur le plan institutionnel, que l'on veuille ou non, il y a des petits problèmes, irrégularités, etc. Une grande institution qui existait dans le pays, c'est la Cour de cassation. Et nous, en dépit de toute petite idée, la justice continue à fonctionner et les juges au niveau de la Cour de cassation ne sont pas contestés. Donc, il faut rétablir quelque part un pouvoir bicéphale avec la Cour de cassation pour la présidence du pays et certainement arriver à une liste éventuelle de personnalités. On se le rappelle rapidement, Mathias Pierre. Organiser les élections. Il y a de cela quelques années, on peut le dire comme ça, nous connaissons la Cour de cassation qui est impliquée à fond dans la question de crise politique là également. Un 7 février, il y a un juge de Cour de cassation qui a été arrêté et donc dans la zone Port-au-Prince avec même le discours, son discours de prestation de serment. Il y a un autre juge de cassation même qui était prêté serment, je jure, etc. Donc au nom de l'opposition, il y a un autre juge de Cour de cassation qui était
lui-même tout impliqué dans la démarche politique ça qui jodi a dans marron en bon créole. Est-ce que quelque part, d'après vous, démarche de cassation à cause de ce passé récent un peu crapuleux, je dirais, malencontreux, donc est-ce qu'on va penser ça yo capable de fragiliser et décrédibiliser une telle démarche parce que l'histoire est encore présente sous nos yeux avec les 3 juges de la Cour de cassation impliqués et le président a même remercié quelque part, ça a pas fait un gros tollé dans l'opinion publique là. Bon, parce qu'il y a l'institution et il y a les personnalités. Parce que toutes ces personnalités ont été renouvelées suivant des processus d'ailleurs qui complétaient dans l'accord du 21 décembre qui s'est fait là. Et depuis, moi, pas attendu ni implication dans la question jouette politique là, et pas attendu ni dans la contestation réelle au niveau de la classe politique. Il y a des gens qui pensé que son promotion a fait pour cour de cassation et qu'on a bien un juge dans le poche ou Mathias Pierre? Je ne connais aucun juge, je n'ai rencontré aucun juge. Moi, je regarde la nation. Je regarde la nation et comment sortir. Parce que je veux dire, on regarde bien une logique sur la question de la Constitution, à qui transmettre le pouvoir, comment transmettre le pouvoir, qui gagne le pouvoir. Maintenant, à moins que, et dans 10%, je dit tout à l'heure, que Haïti a peut-être changé, côté classe politique là, qui malgré les routes violence que le gars prend, parce que route, depuis l'opposition prend la contestation, il n'est pas fait bac encore. Donc, à moins que acteurs ça retourner sous table là, avec pouvoir en place là, faire un accord politique, reprendre confiance avec pouvoir en place là, et puis dire, nous allons faire élection. Parce que la finalité de tout ça, m'a dit là, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir, mais c'est un pouvoir qui vient deux mandats principaux. Rétablir la sécurité, à savoir mettre en place immédiatement une commission nationale sur la question de la sécurité et décréter un état d'urgence sécuritaire qui pour nous travaille avec l'international là pour le rétablissement de la paix et de la sécurité qui c'est un bagage fondamental. En parallèle, mettre en place le Conseil électoral provisoire qui commence à prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation des élections dans le plus bref délai. C'est deux bagages que le pouvoir ça pas bien pour le faire. Et aujourd'hui, il faut avoir une instance indépendante qui cap fait. Comme ça en Haïti, nous et c'est haïtien pour faire quelque part, à moins que nous tombions dans le désordre total et qu'on protectorat et nous mon blanc dans la tête pays. Et comme nous sommes pays à mal du blanc, et on met ton blanc dans la tête pays, tout le monde vient couper, vient faire la poubette, et qu'il va organiser l'élection pour nous. Je ne pas croire que ça est possible. Parce que, regardez bien, je dis, moi, penser que même, si je suis bien, ça va passer au niveau international. C'est un marché pressé. Kenya dit la vini. Si je me rappelle bien, en décembre ou en novembre, Kenya dit en février, tu as 300 Kenyans qui étaient déjà là. Côté, ils ne pas arriver. Parce que, je pense que le problème qu'on a avec l'arrivée des forces internationales n'a pas voulu voyer des forces multinationales souterraines pour venir rétablir la sécurité, alors que pas de accord politique pour faire élection, alors que le pouvoir place ça en difficulté pour l'organisation des élections, et puis force ça pour venir comme une forme de, entre guillemets, renforcement du pouvoir. Et si force ça venir comme une force de renforcement du pouvoir, la force là, pouvoir là, pas qu'à faire élection, bagarre la perdurer et le mandat de cette mission va perdurer et ça va coûter trop comme à l'international dans situation côté monde là, il y a des problèmes économiques. Mathias Pierre, il y a des gens qui disent que il y a des gens qui disent que en Haïti, en fait, spécialiste répéter ça, il y a un manque de culture politique. Ça, c'est peut-être un mot un peu classique pour exprimer ce qui a passé là. Mais les gens qui sont sévères, les simples observateurs, ils pensent que y a une forme de pensée politique stérile. Donc, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de créativité. Donc, à cause de manque de culture politique, ça, c'est-à-dire, le commun des mortels, le simple citoyen, lorsque deux opposants entrent dans la salle, ils disent juste, ah, pas gagné un cap sauté, c'est blague, monsieur Albaï, c'est manger à le manger. C'est-à-dire des propos un peu malsonnants. Au final, vous êtes journaliste, vous êtes témoin peut-être, vous remarquez que ces gens qui sont sur le trottoir, qui sont sur la rue, qui ont raison, ils ont entré dans la salle là, ils n'ont pas porté
même une nouveauté. Est-ce que quelque part, on pas penser que Mounsa a encore bien raison pour ça qui a passé dans le pays? C'est presque c'est du déjà vu. Opposition, pouvoir, sans créativité, sans un spectacle politique capable de détonner la nation de manière générale. 100%. Deux oppositions qui étaient gagnées, qui est de plus récentes oppositions, on dit que nous sommes d'accord ou bien pas d'accord. Il y en a d'ailleurs, c'est l'opposition du groupe 183. Côté que, vous avez un leadership, ça ne veut pas dire que ça va faire bon, non? Vous avez un leadership, vous avez toute une classe politique, économique qui réunit derrière, et puis qui a gommé contre un pouvoir. C'était 1900 et 2004. Okay? Finalement, l'opposition a renversé le pouvoir, et immédiatement, la Cour de cassation pour la relève. Nèg dans l'opposition à l'époque, pas réclamer de pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait influence, ils sont en train de pouvoir faire des autres, non, mais ils n'ont pas réclamé pouvoir directement. Deuxième opposition qui gagne, c'est l'opposition de 2015, que nous avons fait partie de lui, et particulièrement qui a gagné leadership comme le G8. Chaque mardi, nous réunissons. Nous faisons 3-4 heures de temps de réunion. Chaque réunion soldée par une note qui baille directive opposition. Et tout nèg qui a intervenu dans la manifestation, qui a goumé dans la rue, qui a intervenu dans la radio, a dit même parole là. Malgré nous avons divisé après, lorsque l'élection n'a pas continué. Nous demandons un coup de cassation qui prend pouvoir pour refaire l'élection. Mais, comme nous avons retrouvé dans nos situations, côté que le Parlement rentre en fonction, le Parlement prête serment, il a voté président Privé comme président, c'était la Constitution. Immédiatement, nous pas goumé contre le président. Nous dit, même agenda nous avons c'était élection des besoins faits, son commission de vérification des besoins mis en place, c'est annulation élection présidentielle. Et bien, toute bagage ça a eu fait. Mais, et puis nous continuons à goumer dans la même ligne et on a eu les résultats et en 2016, on a eu les élections. Il faut une directive de l'opposition, il faut un leadership de l'opposition et je veux dire, comme nous pas gagner, c'est 3-4 petits groupes qui ont essayé de tirer ficelle là. Ou après, chaque semaine, vous retrouvez un nègre politique en dedans, on sorte de regroupement. On jouait, je veux dire, un regroupement politique. Je ne sais pas combien de regroupements politiques qui fait déjà. Je ne critique pas mes amis de la classe politique. Même ma PC idéo, ouais, parce que je connais tout le monde dans ce secteur. Ce n'est pas critiquer ma critiquer, mais une opposition qui n'est pas de stérile. Et c'est même opposition stérile ça qui a fait son président Jovenel Moïse. Et qui ça le permet de bailler? Le 7 février, nous dit président Jovenel pas président, mais il va présenter la nation pour l'autre président. Alors, le juge qui a prêté serment, et juge Message Jean-Louis et M. Mathias Pierre. Il finit par son assassinat. Est-ce que c'est ça à nous voulez? Nous ne pouvons pas arriver là. Alors, nous avons tourné sur le dossier Cour de cassation, à côté que tu as gagné au juge qui t'a prêté serment, 6 février dans la soirée, nous avons toute vidéo à je jure. Oui, mais ce n'était pas l'opposition qui l'a fait. C'est un individu qui ont un individu dans l'opposition qui prend un juge, qui mettait le campé. Ce n'était pas un mouvement, si vous me le permettez, pas une initiative de l'opposition. Nous pas le finir rapidement. Des dérives de ces individus, oui. Si vous permettez ça rapidement, alors, selon l'information que nous avons gagnée dans la métropole, tu as gagné un regroupement de l'opposition qui était deux actions ça à l'époque. Individu qui était au devant de la scène, qui t'a fait réquisition avec les juges là, selon données et faits que nous gagnons, information, il était représenté et opposition de l'époque radicale à président Jovenel Moïse. Mais rapidement pour nous finir, M. Mathias Pierre, comme nous connaissons, nous gagnons une première tranche qui était consacrée à où? Jodia, puisque nous souffrons de manque d'imagination, l'aime dit nous en créole, vous en français, ou bien eux, dans ce sens, le secteur politique souffre de manque d'imagination, de créativité, ça que le professeur, donc l'artiste Franck-Étienne René, il a pensé stérile. Donc, est-ce qu'on pensait que capable de gagner une forme d'étonnement? Disons, il y a un chit attendé. Et à partir duquel a bien une décision qui a sauté. Nous ne connaissons pas pour qui est cela bon, pour qui est pas bon dans la classe politique là. Pour le pouvoir, contre le pouvoir, mais un modus operandi qui a fait que aujourd'hui, tout le monde capable d'aller à l'école, la vie capable de reprendre, sécurité capable de rétablir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui acteurs parés pour ça, pour prioriser l'intérêt du pays d'Haïti au-dessus des intérêts claniques et personnels? Et ça, nous le disons de toutes parts. Mon cher, on a dit un élan patriotique, mais je veux dire, et pas quoi que l'esprit, conscience, prise de conscience qu'on fait,
pour que nous arrivions dans l'élan patriotique ça, pour nous permettre la nation à aller. Donc, moi, c'est que aujourd'hui, ou bien deux peut-être situations. Ça veut dire que on va suivre et appel à la violence qu'a faite par des acteurs. Pour moi, la tendance, c'est inciter le plus de monde à la violence, prendre les armes, monde mourir et de surcroît, comme c'est la communauté internationale qui donne le ton, bagaille dégénéré totalement et la communauté internationale intervient pour demander au pouvoir de partir, etc. C'est ce que certains espèrent. Et en général, il est très compliqué pour arriver là et nous va souhaiter que nous arrivions là. Le deuxième, c'est au pouvoir en place qui vient le pouvoir en main, qui fait une analyse, qui doit faire une analyse de situation et regarder quelle est la solution qui permet que nous sortions dans sa nière. Et c'est encore un élan patriotique. Et je pense que moi-même, je regarde, m'analyser avec les yeux sans intérêt et sans quoi que ce soit. Moi, pas l'autre façon que nous arriver dans l'élection si nous pas rétablir un pouvoir provisoire qui est basé sur tradition, j'aime dire là, et institution. Comme la tradition, bayon bagay, comme institutionnellement, nous plus ou moins gagnons une institution qui complète dans les circonstances que nous savons, que nous allons dans ça et nous jouons un consensus autour de lui, que les acteurs politiques les plus influents soumettent Yali et certainement pour aller aux élections. Mais à part ça, le pays va souffrir, le peuple va continuer à souffrir, moun a continué à mourir, moun gangou, insécurité, et Haïti a continué sur ça. C'est malheureux. Nous avons souhaité que l'élan patriotique ça nous joigne, nous avons souhaité que aujourd'hui nous réveiller parce que la nation ne peut plus attendre et Jean-Jules Desaulus. Merci beaucoup, Monsieur Mathias Pierre. Nous vous rappelons que vous êtes un ancien ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Vous avez été avec nous pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole d'aujourd'hui. Et merci infiniment de votre disponibilité à Métropole, comme d'habitude d'ailleurs. Un plaisir. Et voilà, madame, monsieur, qui met fin à la première partie, vraiment, de la rubrique Le Point de Métropole d'aujourd'hui. Et au cours de la seconde tranche de l'émission, nous aurons avec nous sur le plateau le chargé d'affaires américain, monsieur Eric William Strohmayer. C'est toujours pour commenter l'actualité, notamment en lien avec la position de l'ambassade américaine, pourquoi pas des États-Unis, donc sur ce qui se fait donc, en Haïti. La deuxième partie, c'est dans un instant, après la pause, évidemment. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bonjour, bienvenue sur Radio et Télé Métropole pour la deuxième tranche évidemment de la rubrique Le Point. Ce matin, comme nous l'avons dit, la première partie concernerait l'actualité, oui, avec l'ancien ministre des questions électorales, mais chargé aussi des relations avec les partis politiques. Et au cours de la seconde tranche de la rubrique Le Point, évidemment, nous aurions à recevoir le chargé d'affaires américain, le diplomate Eric William Strohmayer, qui évidemment est déjà là avec vous, avec lui aussi. On va parler de l'actualité, donc constituée de la crise sociopolitique, de l'insécurité et de la migration notamment. Monsieur Eric William Strohmayer, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole, un plaisir de vous recevoir. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec vous, Jean-Jules, aussi bien qu'avec vos téléspectateurs et auditeurs. Évidemment. On sait qu'on n'a pas toute la journée, mais on va passer un petit temps ensemble. La première question que je voudrais vous poser, monsieur Eric William Strohmayer, malgré la coopération historique entre Haïti et les États-Unis, malgré aussi la proximité géographique des deux pays, les intérêts communs partagés entre les deux nations, la puissance, la toute-puissance, comme on le dit, des États-Unis d'Amérique, on pense que tout ceci pourrait être profitable à Haïti comme un voisin immédiat. Mais certains observateurs, notamment, pensent que les États-Unis regardent sombrer Haïti dans le chaos sans agir de manière pragmatique et directe pour aider le pays à se développer. Qu'est-ce que vous répondez à cette préoccupation, M. Eric William Strohmayer?
Vu les réalités qu'on voit autour de nous et le fait que le peuple haïtien continue sans doute à souffrir avec les réalités que quotidiennement, il y a mes collègues d'AID, nos collègues de Binou qui nous signalent les réalités, les données que nous constatons tous. Néanmoins, ça c'est la réalité. La réalité reste que nous sommes le premier partenaire d'Haïti. Nos programmes continuent. On a des programmes très, très grands qui continuent sur le plan de santé, sur le plan humanitaire, mais aussi sur notre partenariat avec la PNH. Et c'est bien constaté à la niveau de mon gouvernement que le premier problème de la pays à l'instant, c'est l'insécurité. À s'adresser à l'insécurité, nous sommes très contents que les Kenyans ont signalé leur volonté à pouvoir participer à la MSS prévue par la déclaration faite, la résolution prise par les Nations Unies. Et nous travaillons jour en jour, mes collègues américains, aussi bien qu'haïtiens ici à l'ambassade, avec nos partenaires homologues à Washington, aussi bien que notre mission à Kenya, à faciliter l'arrivée la plus vite possible de la MSS. Il faut signaler en plus que la MSS n'est pas simplement nous et Kenya. En effet, il y a déjà des déclarations faites par l'Antigua, Barbade, Bermuda, la Jamaïque et bien sûr la France, aussi bien que d'autres partenaires pas déclarés, qui veulent assister. Et alors, nous bossons, nous ferons le meilleur travail que nous puissions pour faciliter l'arrivée de cette mission, pour qu'elle puisse s'adresser à ce premier problème du peuple haïtien, cette question de sécurité. Mais ça va main en main avec ce que nous disons depuis très, très longtemps, qu'il faut que ça va avec le progrès de la secteur civil, la société civile, les politiciens, les secteurs économiques, pour que nous puissions enfin avoir une voie à la haïtienne à trouver les élections pour que la transition peut finir, comme à maintes reprises le gouvernement de transition a dit que c'est exactement ça qu'elle est. Elle veut qu'elle finisse son travail pour qu'elle puisse passer le bâton à un gouvernement élu. Et alors, c'est pour ça aussi que nous continuons. Alors, à répondre à la question de base, les États-Unis restent profondément engagés ici en Haïti. Nous continuons notre engagement. Nous sommes bien saisis avec les problèmes qu'on a eus dans le passé avec des interventions précédentes. Nous prenons compte et nous voulons assurer que cette dernière intervention, cette dernière transition sera exactement ça, qu'elle se réussira et que ça peut donner l'Haïti dont les Haïtiens ont un droit, en paix, en stabilité, avec un progrès économique qui donnera un Haïti construit par les Haïtiens pour les Haïtiens, qui réussira comme partenaire fiable dans la sous-région pour nous tous. Évidemment, la question politique, on va en parler davantage, mais revenons sur le dossier sécuritaire, M. Eric Williams-Somayer. Il y a même un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui faisait état donc, de la provenance des armes, notamment les États-Unis, donc, ont été cités dans ce sens. Les armes proviennent des États-Unis d'Amérique, en passant par la République dominicaine d'un côté, mais de l'autre côté, par la diaspora, etc., pour atteindre Haïti, pour faire autant de dégâts que nous constatons aujourd'hui. Mais on reproche aussi à votre pays de ne pas faire assez ou de ne rien faire pour éviter, si vous voulez, donc, ce trafic d'armes illégales vers Haïti, ce qui met le pays à genoux aujourd'hui, l'insécurité, c'est avec les armes notamment. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds que moi, je nie pas le fait que ce n'est pas simplement un problème haïtien, c'est un problème sub-régional dont les statistiques sont exactement ce qu'ils sont, que la masse majorité des armes illégales, ils sortent de mon pays. C'est une réalité tragique que nous sommes bien au courant et nous avons annoncé des différents programmes qui essaient de redoubler nos efforts de contrôler ce fléau, de contrôler ces expéditions d'armes illégales sortant des États-Unis, pas simplement envers Haïti, mais envers tous les pays voisinants aussi. C'est pas Haïti seul qui fait plainte de ça, qui constate ça. C'est une réalité que nous nous rendons compte et nous sommes en train d'essayer d'assister le plus que nous puissions. C'est quelque chose dont le Congrès est saisi avec et la Maison-Blanche sont saisies avec comme une partie de la problème que nous voyons ici, mais aussi par ailleurs dans la région. Question politique, une transition ne doit pas remplacer une autre transition. La chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a fait une telle déclaration sur son compte Twitter X aujourd'hui. Évidemment, c'est presque la position de la communauté internationale en Haïti. Et vous, monsieur l'ambassadeur, monsieur le chargé d'affaires, Eric Williams-Somayer, vous venez de le confirmer, c'est un gouvernement élu qui doit remplacer ce gouvernement, évidemment décrié par l'opposition. On reproche tout et tout à ce gouvernement, mais
on vous taxe de proximité avec le gouvernement. On dit que vous supportez la communauté internationale, mais notamment l'ambassade américaine, les États-Unis, supportent le gouvernement actuel. Et à cela, qu'est-ce que vous répondez également? En effet, je vais dire que, comme depuis longtemps, nous supportons le peuple haïtien, les institutions haïtiennes qui sont en place avec nos assistances, disons par exemple en liaison avec le ministère de la Santé, avec la PNH, avec plusieurs autres éléments du gouvernement et des partenaires internationaux, à essayer d'aider le peuple haïtien. Ce n'est pas une question de supporter un tel ou un tel, une partie ou une autre. Nous n'avons pas de parti pris dans la situation politique. On travaille avec les données que nous avons pour essayer d'avancer les différents programmes que nous avons déjà en place, soit si c'est les encouragements et les assistances multiformes que nous donnons, disons, à travers la PEPFAR, à travers l'USAID, à travers l'INL, c'est la partie du département d'État qui s'engage avec la PNH. Ça, ce sont tous des choses qui ne sont pas dédiées à un gouvernement ou soit le Premier ministre. Ce sont des choses que nous faisons pour assister le peuple haïtien. Et alors, comme à maintes reprises on a dit, qu'il faut avoir une fin de cette transition à travers des élections pour que les Haïtiens puissent choisir qui doit mener le pays en représentant vraiment le peuple haïtien, plutôt qu'avoir une réalité de transition qui est interminable. Il faut que ça change, que ça mène à des élections le plus vite que possible, et on redouble nos encouragements à les acteurs sérieux dans les partis politiques, aussi bien que la société civile, aussi bien que les acteurs économiques, à ce qu'ils se mobilisent à trouver une façon à la haïtienne d'arriver à ces élections longuement attendues. Et on souligne que cette idée qu'il doit avoir une solution soit à l'américaine, soit à l'européen, soit à qui que ce soit, c'est pas, on sait que ça ne fonctionnera jamais. Et alors, c'est à moi et des autres partenaires internationaux d'être là pour que nous puissions épauler des avances, un processus à la haïtienne pour arriver à ces élections, et on encourage les partis à ce qu'ils redoublent leurs efforts à trouver une feuille de route valable qui peut mener le plus tôt que possible à ces élections, en même temps que nous mobilisons, comme c'est nécessaire, la sécurité pour que ces élections pourront être libres, valables et participatoires, pour que ça donne les résultats que tout le monde veut voir, pour que Haïti puisse avancer et, comme on dit, qu'on puisse avoir la dernière transition. On va parler de la mission kenyane, mais une dernière petite question pour finir sur la question politique. Monsieur Eric Williams Stromayer, l'opposition demande le départ du pouvoir en place, mais le pouvoir en place annonce des élections, évidemment sans donner une date précise donc dans le cadre de cette annonce. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une élection avec le pouvoir actuel pourrait fragiliser le processus politique en Haïti, puisqu'il y a déjà une opposition face aux élections qui ne se réalise même pas encore, et en ce sens-là, est-ce que ça ne va pas décrédibiliser, fragiliser même le pouvoir qui viendra après ou qui sortirait de ces élections? Eh bien, avoir des élections qui n'ont pas de participation, qui n'ont pas de validité dans les yeux du peuple haïtien n'aboutiront en rien. C'est pour ça que nous doublons notre encouragement à tous les partis pris, à ce qu'ils participent, à ce qu'ils mobilisent, à voir les compromis, le jeu de la politique. Il n'y a pas de consensus complet aux États-Unis, au Canada, n'importe quel pays au monde. Il faut avoir une masse critique de personnes qui décident que oui, ils veulent avancer et qu'ils arrangent un système crédible pour qu'il y ait une participation du peuple haïtien, pour qu'ils choisissent qui va mener le pays dans l'avenir dont elle a droit. Pour que l'avenir de Haïti peut être un Haïti construit par les Haïtiens, pour les Haïtiens, avec des bénéfices pour les Haïtiens, avoir le contrat social nécessaire avec une transition qui arrive à un gouvernement qui est un état de droit, de transparence et de bonne gouvernance. Tout ça est nécessaire et nous continuerons à être là pour assister dans le cas où ces partis prennent leurs responsabilités. Et il faut souligner que de tels progrès dans de tels sens, ça encouragera aussi le reste de la communauté internationale d'assister avec la MSS. Il faut que je le dise, mais je crois que ça va sans le dire. Dès qu'il y a de tels progrès crédibles, ce sont des choses qui renforceront la participation à la MSS et ça va renforcer d'elle-même les différents partis de cela. On va avoir trois petits points pour finir, monsieur le diplomate Eric Williams Stromayer. D'abord, c'est la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Donc, il y a le Kenya qui fait face à certains conflits internes, conflits politiques, conflits juridiques, dans le cadre du déploiement des premiers contingents kenyans sur le sol national. Évidemment, vous promettez votre appui au Kenya et à Haïti en ce sens. 600 millions de dollars
l'exigence faite par le Kenya pour se déployer en Haïti. Vous promettez environ 200 millions, environ 10 millions et ont été accordés. Le Parlement américain, évidemment, fait d'autres exigences. Il y a des gens qui penseraient que de telles sommes pourraient aider à développer la sécurité nationale en Haïti. C'est-à-dire, au lieu d'investir cette somme dans un autre pays, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait aider à structurer les forces de l'ordre haïtiennes, notamment en matière de sécurité, la police nationale qui est opérationnelle, mais les forces armées d'Haïti aussi. Qu'est-ce que vous pensez donc de cela, aider la police nationale et les forces armées d'Haïti à se structurer au lieu d'aider un autre pays à venir sur le sol national? Nous avons depuis longue date des programmes qui augmentent à assister les différentes forces, à assister la PNH pour qu'elles avancent. L'histoire de la FAD est telle que pour le gouvernement américain, c'est très difficile. On a des limites légaux à ce qu'on peut faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des autres partenaires qui pourraient assister si on trouve que ferait par mesure en coopération avec les différents partenaires qui vont faire face avec la MSS pour qu'on décide en gros de pouvoir engager d'une façon ou une autre la FAD dans ce planning. Ça, c'est pas quelque chose que nous décidons. Ça doit être entre les différents partenaires prenants de la MSS. À votre question de pourquoi il y a de l'argent à des tiers partis, il faut dire, vous avez utilisé le terme exiger. Les Kenyans ne sont pas en train d'exiger quoi que ce soit. Ils sont en train de travailler avec nous et d'autres. Ils veulent avoir l'épaulement. Ils étaient très clairs qu'ils ne peuvent pas faire ce travail seuls. À faire des commentaires sur la situation exactement comment ça va procéder pour eux, leur structure gouvernementale et judiciaire, ça c'est pas à moi. Mais on a de confiance. Il y a récemment la déclaration du président kenyan disant qu'ils sont confirmés, qu'ils vont continuer à faire les nécessaires préparatifs pour qu'il vienne. Mais on veut être, nous et les autres partenaires internationaux, on veut être certains que toutes les conditions sont en place pour qu'on puisse éviter les sortes de catastrophes et des problèmes qu'on a vus dans le passé avec les tels déploiements, dont les Kenyans, nous et tous les autres partenaires sont très au courant et on est très sensibles de cela. Et on veut éviter qu'on ait des tels problèmes qu'on a vus dans le passé pour être certain qu'il y a une pleine comptabilité, des pleins contrôles en place pour que ça réussisse. Mais les réalités sont que simplement donner de l'argent, disons peut-être plus à la PNH ou autre chose, c'est évident que c'est pas comme ça que ça va résoudre. Il y a les limites de la PNH qui sont là. Nous renforçons nos assistances avec la PNH en direct. C'est pas une question de remplacer la PNH avec la MSS, c'est que la MSS sera là pour que la PNH est renforcée pour qu'elle puisse faire les avances que nous voulons tous voir, à donner la sécurité à travers le pays dont les citoyens ont pleinement droit. Mais avec la capacité que la PNH en a, elle a les limites que nous constatons tous. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir une assistance qui viendra et des dépenses qui seront faites à la bien-être des Haïtiens, avec une espérance qu'avec ça, on pourrait mener à la situation dans laquelle il n'y aura plus besoin de cette force. Ça, c'est l'idée aussi. Ce n'est pas question de permanence, c'est une question d'arriver, de donner le rendement nécessaire pour qu'il y ait une avance qui peut aboutir à ce que nous voulons tous voir. Maintenant, alors, peut-être c'est la dernière question. Je sais que ça a filé, mais je crois qu'on a touché sur des points très sensibles. Alors, je comprends vraiment la dernière question, mais permettez que cette question a 2 ou 3 volets. Est-ce que vous avez une date pour le déploiement de la mission en Haïti de manière générale, mais des premiers contingents kenyans sur le sol national d'une part, et de l'autre, M. Eric Williams-Stromayer, la question migratoire, le programme Biden. Et on dit que vous recevez plusieurs dizaines de milliers d'Haïtiens donc dans le cadre du programme Humanitarian Payroll. Qu'est-ce que les États-Unis ont à en tirer? C'est-à-dire cette vague d'Haïtiens qui arrivent chez vous, que vous recevez, que vous accueillez, évidemment pour certains qui sont dans une situation particulière. À accueillir ces Haïtiens, quel est le bénéfice des États-Unis en ce sens, au-delà de l'humanitaire, vouloir faire à Haïti? Et je reprends l'autre élément de la question. Est-ce qu'il y a une date aujourd'hui pour le déploiement de la mission sur le sol national, vu donc la fragilité, la catastrophe auquel le pays fait face? Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est la dernière question. La date pour la mission et le programme Biden. Par rapport à une date, il faut dire que nous voulons être certains que ça soit fait d'une façon correcte, que ça réussisse. Alors moi, je ne suis pas dans une position aujourd'hui, là, avec vous, de pouvoir donner une date fixe exactement quand, sauf dire que nous essayons que ça soit le plus vite que possible, mais en même temps avec les conditions en place pour qu'on rassure que ça sera une réussite, qu'on n'arrive pas trop vite et puis que ça chute parce que ce n'est pas bien planifié de façon nécessaire pour assurer son succès. Tournons à la deuxième volet de questions.
le fait, c'est que les États-Unis, c'est une nation d'immigrants. En effet, dans un sens étroit, le programme Biden, à mon point de vue, semble avoir réussi dans le sens que ça fait un bon moment que nous avons vu les terribles photos qu'on a vues dans le passé d'effondrement de bateaux, des personnes qui perdent leur vie en essayant dans des moyens très, très dangereux, difficiles, à travers des magouilleurs, de pouvoir arriver illégalement aux États-Unis. Ça a beaucoup diminué. Et je crois que ça reflète le succès de ce programme parce qu'on constatait la tragédie qui était là et on a visé un programme qui donne une voie légale à ce que les Haïtiens peuvent arriver. Et Haïti est le plus grand bénéficiaire de ce programme à l'instant. Je crois que c'est plus que 100 000 Haïtiens qui sont arrivés depuis qu'on est arrivé à travers des moyens légaux. Et alors, ça, c'était dans un sens étroit, c'était l'objectif. Par rapport à l'immigration, c'est une partie fondamentale. Si c'est le fait que les Haïtiens, moi je suis grand-fils d'un émigré d'Hongrie qui a fui les réalités de l'Europe centrale à l'époque. Alors le fait c'est que les Haïtiens, comme d'autres émigrés aux États-Unis, on les encourage à rebâtir une vie, mais comme beaucoup d'autres émigrés, au fur et à mesure que les situations changent, on espère que la diaspora de haïtiens, aussi bien que d'autres tiers nationaux hyphanisés, comme on dit, hyphenated Americans, ont des liens très proches avec leur pays. Je crois que l'estimation, c'est 1 sur 10 des Haïtiens a des relations aux États-Unis, qui fait que pour Haïti, aussi bien que d'autres pays, il y a des grandes remittances, les transferts d'argent qui viennent de les diasporas des différents pays qui cotisent constamment à le bien-être des pays duquel ces immigrés ont été des ressortissants. Et en plus, ma femme est indienne d'origine. On constate, maintenant on est mariés depuis 26 ans, dans cette période, il y a une renverse. Le fait, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on s'est mariés, il y avait net envoi d'Indiens qui allaient aux États-Unis. Disons qu'il y avait plus d'Indiens qui allaient aux États-Unis que des Indiens qui rentraient. Maintenant, c'est l'inverse. Le fait, c'est que maintenant que l'Inde est dans une meilleure situation économique, il y a plus de personnes d'origine indienne qui ressortent des États-Unis à rentrer, à essayer leur pays natal, d'aider leur pays natal, qui était le cas, le flow, si on peut dire, à renverser. Alors, j'espère et je rêve d'un jour que Haïti, plus stable, plus concrète, sera une destination pour les efforts d'Haïtiens américains, aussi bien d'autres, à pouvoir investir, à créer des bénéfices pour tout le monde, à avoir une Haïti progrès. Et alors, c'est pour ça que la modèle que nous avons de très longtemps aux États-Unis, pas simplement envers l'Haïti, mais envers le monde, qu'on a le Nation of Immigrants, comme on dit aux États-Unis, qui est pour moi une des choses les plus fortes et positives que les États-Unis ont été. Et on essaie de renforcer cette réalité. Et avec cela, je crois qu'il faut que je vous laisse. Mais je vous remercie de l'opportunité et j'espère bien qu'on pourrait parler encore dans l'avenir. En effet, merci infiniment aussi à vous, M. Eric William Strohmayer. Nous vous rappelons que vous êtes le chargé d'affaires américain à l'ambassade américaine en Haïti. Et merci beaucoup de votre disponibilité à Radio et Télémétropole. Et bonne journée avec nous. Avec plaisir. Merci à vous et merci à tous. Merci. Et voilà la rubrique Le Point d'aujourd'hui en 2 parties. D'abord, il y avait la présence de l'ancien ministre des questions électorales, mais aussi et surtout chargé des relations avec les partis politiques, M. Mathias Pierre, qui était avec vous, avec nous sur le plateau de Métropole. Et dans un second temps, nous venons de recevoir pour vous le chargé d'affaires américain Eric William Strohmayer. Et tout ceci, c'est sur l'actualité donc globale et que vit le pays, l'actualité sociopolitique, socio-économique, mais aussi et surtout socio-sécuritaire. Merci à vous d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes et merci à toute l'équipe technique. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.